d'entre vous est venu pour découvrir l'intelligence émotionnelle? Et qui est venu pour le sujet de la répulsion à l'attraction? Ok. Donc, bon. Alors, bonjour. Bienvenue dans ce voyage de l'intelligence émotionnelle. Je vais essayer de vous présenter le plus synthétiquement et le plus important, je pense, pour que vous compreniez rapidement ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. Et ensuite, on va démarrer sur une émotion que je n'ai pas abordée depuis, en conférence en tout cas depuis 20 ans, puisque j'ai commencé il y a une vingtaine d'années. Et j'ai découvert un certain nombre d'émotions et j'ai trouvé qu'elles étaient très importantes dans la vie d'une personne. Que se libérer d'une émotion comme le dégoût, par exemple, ça permettait vraiment de changer les choses dans sa vie. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est important d'en parler. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet aujourd'hui. Et on va commencer par une citation. Une citation de Émile Michel Cioran, qui dit « Nos dégoûts, point d'interrogation, détour du dégoût de nous-mêmes ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que quand j'éprouve du dégoût pour une autre personne, ça signifie qu'il y a une part de moi qui est dégoûtée et que je ne connais pas. Parce que le dégoût, c'est une des émotions les moins fréquentées. On cache très vite son dégoût, alors qu'on peut le vivre quasiment tous les jours, voire toutes les semaines. Mais c'est une émotion qu'on n'aime pas voir. La peur, on n'aime pas la voir, bien sûr, mais on en parle. Ça me fait peur, c'est plus facile à aborder. Mais dire à une personne « tu me dégoûtes » ou « je me dégoûte », c'est pas la même chose. Et comme vous savez peut-être, toutes les émotions, plus l'émotion est évitée et plus elle est importante dans la vie de la personne. Plus le sujet est tabou en général, plus ce sujet est important à aborder. Important pour développer son intelligence émotionnelle. Pourquoi développer son intelligence émotionnelle? On va le voir. Alors, juste quelques mots pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis émocéen. Émocéen, ça veut dire que j'accompagne des personnes à vivre avec leurs émotions. Ce qui va engendrer beaucoup de bénéfices dans leur vie professionnelle, personnelle, amicale, intime, sexuelle. Et donc, j'ai des personnes qui viennent me voir pour plein de raisons. J'ai créé l'Institut européen d'intelligence émotionnelle en 2004, à peu près à la même période. J'ai fondé l'école systémique de l'intelligence émotionnelle, oui, au 1er février 2004, pour faire un séminaire de 3 jours. Donc j'étais parti pour faire un séminaire de 3 jours parce que j'étais coach et je me suis rendu compte que je ne profitais pas vraiment de ma formation de coaching et que j'avais besoin d'autre chose. Et j'ai trouvé que les émotions, c'était important. Et donc, je me suis dit, si moi, je n'ai pas trouvé ça et j'en ai besoin, j'imagine que d'autres personnes qui veulent se former au coaching en ont besoin. Donc, c'était plus destiné à des coachs ou des professionnels de l'accompagnement. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'est beaucoup de gens qui n'étaient pas des professionnels de l'accompagnement qui venaient me voir. Au départ, en tout cas. Ensuite, ça a changé, mais au départ, c'était ça. Et donc, depuis février 2004, j'ai écrit 2 ouvrages qui sont épuisés aujourd'hui, mais que vous pouvez trouver sur les réseaux, qui s'appellent « Développer vos compétences émotionnelles » chez Erol en 2010, et 4 ans après, « Comment cultiver son intelligence émotionnelle ». Ça, c'est un livre de poche chez Larousse, et le premier, c'est un livre qui est un peu plus creusé, un peu plus détaillé, et en particulier sur la systémique. Alors, l'école, pourquoi? Je me suis donné 3 axes importants, différenciants de ce qu'on peut trouver. Même si l'école d'intelligence émotionnelle, c'est la seule en France qui existe, malheureusement.
Je forme des coachs depuis 20 ans et je fais une session de coaching par an avec de nombreuses sessions on va le voir après, de sensibilisation à l'intelligence émotionnelle. Et les 3 axes que j'ai trouvés originaux, importants pour moi, c'était de vivre ses émotions pour devenir conscient de sa totalité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a une vision cognitive, mentale de nous-mêmes, on a une vision qui est étriquée. On se voit petit, rétréci, réduit. On ne voit pas tout son potentiel, toutes ses capacités. Pour des raisons socioculturelles, religieuses, pour plein de raisons. Le deuxième élément différenciant de l'école, c'est d'expérimenter en training et au quotidien. Ce que j'ai voulu faire, c'est parce que les premières années, on m'a posé la question, on m'a dit oui, mais c'est bien à l'école, mais dans la vie de tous les jours, c'est pas la même chose. Et donc, j'ai élargi la pédagogie pour faire en sorte que les personnes qui se forment, qui s'entraînent à l'intelligence émotionnelle, puissent le faire aussi à l'extérieur. Et donc, j'ai mis en place des exercices en extérieur et avec des feedbacks quand ils revenaient. De façon à ce que cette pédagogie ne soit pas seulement orientée dans un lieu clos, mais aussi à l'extérieur, dans la vie de tous les jours. Le troisième élément important, c'est au-delà de l'intelligence émotionnelle, parce qu'on me dit oui, les émotions c'est bien, mais les émotions, c'est relié avec le corps. Parce qu'on ne peut pas vivre nos émotions si on n'est pas connecté à notre corps. Ça, vous l'avez compris. C'est important d'être conscient de ce qui se passe dans le corps. Donc c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'exercices corporels, de pratiques, avec de la musique, pour entraîner l'esprit, le mental, à observer aussi le corps et en tenir compte. Les émotions, le mental, les 5 premières années, j'ai exclu le mental pour des raisons personnelles, parce que j'en avais marre du mental et j'étais trop dans le mental, parce que j'étais ingénieur. Et par réaction, j'ai mis de côté le mental. Et je me suis rendu compte que c'était pas bon, qu'on ne pouvait pas se passer du mental, que c'était important de développer les 3 axes en même temps, les 3 sources d'énergie importantes. Et évidemment, j'ai ajouté l'intuitif, puisque on ne peut se connecter à son intuition que si on a traversé les barrières du corps, des émotions et du mental. Parce que si on est dans un exercice, si par exemple pendant une journée vous avez beaucoup travaillé sur le mental, eh bien, vous ne pouvez pas vous connecter à votre intuition. C'est très difficile. Par contre, si vous vous détendez, vous allez sous la douche, vous vous baladez sur un chemin dans la nature, ben là vous êtes beaucoup plus facilement connecté à votre intuition. Pourquoi ? Parce que vous vous déconnectez du mental. Parce que vous êtes en connexion avec la nature. Parce que vous ressentez les choses davantage. Et donc l'intuition est directement liée à notre intelligence émotionnelle. Alors je disais, un émocien, c'est une personne qui accompagne à devenir conscient de sa totalité. Vous avez compris maintenant ce que ça veut dire. Hein, c'est de se voir, nous, dans notre globalité. Comme le disait un grand psychologue dont j'ai oublié le nom, Jung. Voilà, Carl Jung, merci. Et bien sûr, donner du sens à sa vie, parce que j'ai trouvé un des éléments, à travers les 20 ans de pratique, j'ai trouvé que beaucoup de gens n'avaient pas vraiment une vision, ne donnaient pas vraiment du sens à leur vie, et ça c'est un facteur de motivation central, vraiment essentiel dans la vie. Savoir ce qu'on a envie de vivre, c'est essentiel. Surtout avec la course qu'on mène aujourd'hui, et surtout ces dernières années. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est quoi ? Ça a été découvert en 90 par John Mayer et Peter Salovey, 2 Américains, des psychologues. Et j'ai trouvé une définition pour ce soir spécifique. C'est notre capacité à accueillir, accepter et dialoguer avec nos émotions. Et en particulier pour ce soir, à dialoguer avec notre dégoût. Ça veut dire rester présent à ce qui se passe quand vous ressentez du dégoût. Toute
les émotions qui ne sont pas conscientisées sont engrammées dans le corps. Et toutes les émotions qui sont enregistrées dans le corps ne sont pas exprimées. Imprimées, exprimées. C'est l'un ou l'autre. Donc si elle n'est pas exprimée, elle s'imprime dans le corps. Et qu'est-ce qui se passe quand elle s'imprime dans le corps? Elle va gêner le fonctionnement du corps. Elle va gêner le fonctionnement de la psyché. Parce qu'il y a un surmoi qui va surveiller, veiller à ce que ces émotions ne ressortent pas. Et donc ça demande une énergie énorme. Et quand vous développez votre intelligence émotionnelle, vous allez développer aussi votre vitalité. Parce qu'il y a une grosse partie d'énergie qui va être libérée pour faire des choses que vous aimez plutôt que de cacher ce qui est retenu. Vous comprenez le mécanisme? C'est clair? Alors on va continuer. Alors je vous ai fait une carte des émotions, une carte corporelle des émotions. Vous voyez la troisième en bas là, le deuxième personnage éprouve du dégoût. Les zones qui sont en rouge, en jaune d'abord mais en rouge ensuite, sont des zones qui sont activées dans le corps. L'énergie circule fortement. Et vous voyez que le dégoût, on le sent évidemment dans la gorge, mais aussi dans le bas-ventre et dans la tête. Puisque quand on ressent du dégoût, on a envie de vomir ou il y a... Et donc c'est là que l'énergie se manifeste. Et donc nos émotions, de façon générale, induisent des réactions physiques diverses. Pourquoi je fais ce schéma? Parce que on a tendance à croire qu'une émotion, c'est dans la tête. Mais en fait, une émotion, elle se passe dans le corps. C'est biologique. Et elle agit avec le système endocrinien. Alors, une étude qui a été faite par Daniel Goleman. Qui c'est qui connaît Daniel Goleman? Ouais. Ok. Daniel Goleman, c'est un Américain qui a écrit beaucoup d'ouvrages, qui continue d'écrire aujourd'hui, qui est psychologue et qui a fait connaître l'intelligence émotionnelle, qui a écrit un livre dans les années 90 qui a été très populaire. Et puis, ça a été oublié. Et il a fait une étude qui a été surprenante, même pour moi, j'ai été surpris quand je l'ai vue, qui dit 2/3 des résultats de notre activité sont dus à nos compétences émotionnelles. 2/3 de nos résultats professionnels sont dus à nos compétences émotionnelles. Comment vous réagissez par rapport à cette situation? Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que c'est normal pour vous? Quand on a des émotions, du coup, on agit, on fait des choix, ça nous dirige beaucoup dans notre vie, puisque finalement c'est une réaction à ce qu'on vit, et donc du coup il en découle des choses, donc ça ne m'étonne pas que notre activité elle soit aussi corrélée à ce qu'on ressent, à nos émotions. Et vous savez quelle est la proportion des formations en entreprise dans le domaine technique, métier, et dans le domaine des soft skills, c'est-à-dire des compétences émotionnelles? Vous connaissez les proportions? On n'est pas du tout dans ces proportions. Pourtant, ce résultat a été validé, fait par une étude sérieuse. Et ça a été fait il y a 33 ans. Si on croit que cette étude est vraie, ce que je crois, on devrait, en tant que chef d'entreprise, former les gens pour 2/3 à leurs compétences émotionnelles et
un tiers pour leurs compétences métiers. J'ai travaillé pour différents types d'entreprises, des entreprises françaises et anglo-saxonnes. Il y a une différence énorme. Dans les entreprises anglo-saxonnes, on forme beaucoup plus à l'intelligence émotionnelle et aux compétences humaines. Beaucoup plus. Quand j'ai travaillé pour Orange et j'ai mis en place un système de parrainage, les anglo-saxons me disaient « mais nous on connaît, on a déjà fait tout ça ». Moi je découvrais. Et ce système de parrainage a permis des dialogues transversaux et pas seulement des dialogues horizontaux. Ça a beaucoup facilité la communication dans les entreprises. Et en particulier chez Orange. Donc ça a un impact énorme. Et si vous voulez augmenter votre efficacité au travail, c'est vraiment important de vous intéresser à vos compétences émotionnelles. On en parlera à la fin si vous voulez. Alors, le dégoût. On va rentrer dans le sujet. Pourquoi en sortir? D'abord parce que c'est énergivore. Je le disais tout à l'heure pour toutes les émotions, mais en particulier pour le dégoût. Pour la raison que j'ai expliquée. Et en plus, c'est dépressogène. Alors, terme un peu savant, ça veut dire que ça génère des dépressions. Et on n'a pas le choix. Soit on rejette le dégoût, soit on le refoule. Parce que ce n'est pas une émotion qu'on peut communiquer, qu'on peut partager, qu'on peut exprimer facilement. Donc vous avez compris pourquoi le dégoût est d'autant plus important et demande vraiment une attention pour être libéré, parce que dans notre société, on est coincé pour exprimer notre dégoût. Et le dégoût, on peut le ressentir dans n'importe quelle situation. Moi, quand j'ai eu mes enfants, il fallait les changer, il fallait les nettoyer. Oui, j'ai éprouvé du dégoût et ce n'était pas facile pour moi. Donc, il y a plein d'opportunités, plein d'occasions où on refoule, on refoule. Et chaque fois qu'on refoule une émotion, on vient mettre un poids dans le fonctionnement du corps. Une charge supplémentaire, chaque fois. Donc, c'est une affaire quotidienne d'exprimer ses émotions le plus souvent possible, dès que vous en êtes conscient. Alors, elle n'est pas négative, bien sûr, comme n'importe quelle émotion désagréable. La peur n'est pas négative, la colère n'est pas négative, la tristesse non plus. Ça n'existe pas. Parce que le jugement de valeur, bien, mal, positif, négatif, n'existe que dans le mental. Mais comme nous sommes enfermés dans notre mental sans nous en rendre compte, on est tout le temps dans le mental. Sans arrêt, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. J'avais fait une étude et j'ai eu des statistiques qui étaient intéressantes qui disaient qu'on avait quelque chose comme 95% de nos pensées qui se répétaient tous les jours. Donc ça tourne. Il y a un chercheur aussi intéressant que j'ai écouté cette semaine qui disait que la conscience, en fait, c'était comme une boule. Et le niveau de conscience, c'est que dans une conscience normale, habituelle, cette boule reflète les idées et on reste enfermé dans la boule avec les idées qu'on a. Et toutes nos croyances sont enfermées dans cette boule. Et dès qu'on élargit ce qu'on appelle une conscience élargie, on parle de conscience modifiée, mais je parle de conscience élargie, eh ben, on va élargir cette sphère pour avoir des points de vue différents d'une situation qu'on va rencontrer. Et donc on va trouver des réponses, des solutions, en étant plus conscient à des problèmes qu'on n'aurait pas imaginés si on était dans notre conscience normale. Ça va? On continue? Alors, elle n'est pas négative, bien sûr, et vécue pleinement, elle permet de rétablir l'attraction. Si par exemple j'éprouve du dégoût pour une personne, si je vis ce dégoût, si je le ressens, si je dialogue avec ce dégoût, je vais retrouver de l'attraction pour cette personne.
Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, cette personne va me refléter. Et donc, je vais prendre conscience de ce qui, moi, me dégoûte, de ce qui m'a dégoûté dans mon histoire, dans ma vie. Et en libérant cette émotion de mon corps, je fais le chemin inverse. Et du coup, je ne vais plus être dégoûté par cette personne qui m'a dégoûté. Je prends l'exemple de quand j'étais gamin, quand j'étais petit, nourrisson, l'odeur du lait de ma mère me dégoûtait. Il n'y a rien de particulier, mais ça me dégoûtait. Donc, l'idée, c'est d'accueillir ça, tout simplement. L'idée, c'est de me dire, ok, bon, bah, je ressentais du dégoût. Ce dégoût, bah, je vois comment ça se passe à l'intérieur, je dialogue, je retrouve ce qui m'a dégoûté. Et du coup, dans des situations parallèles, je ne vais plus ressentir du dégoût. Pour plein de situations comme ça, dans notre enfance, on stocke. Alors cette femme, effectivement, qui me disait « je suis trop grosse, je me dégoûte », en fait, elle se dégoûtait pas parce qu'elle était spécialement laide, elle était plutôt belle même. Mais elle se dégoûtait parce qu'elle a vécu une expérience dans son enfance avec les personnes majeures dans sa vie, qui étaient ses parents, qui ont fait qu'elle a ressenti du dégoût. Et ce dégoût des parents ont été générés par le dégoût du parent lui-même, etc., etc. Donc toute cette émotion a vécu à travers les générations. Et chaque génération a supporté le poids de ces émotions. Et en prenant conscience de cette émotion, non seulement elle s'est trouvée pour la première fois attractive, mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'elle plaisait davantage aux autres à l'extérieur, alors qu'elle n'avait rien changé dans sa présentation physique. Donc on émet des informations inconsciemment qui génèrent ça. Alors c'est quoi le dégoût ? C'est un sentiment d'aversion, de répulsion, qui est provoqué par soi, envers une personne ou quelque chose. Ça peut être du dégoût pour un animal, ça peut être du dégoût pour un objet. Souvent, les phobies, j'ai un souvenir où ma sœur, on était au restaurant et puis il y a une souris qui est passée. À Paris, il y en a plein. Et là, elle s'est levée, elle est sortie du restaurant, elle n'a pas pu revenir dans le restaurant. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est gênant dans sa vie. Bien sûr, on ne rencontre pas tous les jours des souris, mais c'était l'opportunité pour elle, et je lui en ai parlé, c'était l'opportunité pour elle de libérer ce dégoût et de voir qu'est-ce qui était à l'origine de ce dégoût. Et elle a retrouvé des souvenirs d'enfance, évidemment. Donc voilà, l'histoire du dégoût, il est important. Pas parce que c'est du dégoût, parce que c'est une émotion qui n'est pas communiquée, qui n'est pas partagée. Ça, il y a une expérience que j'ai trouvée fabuleuse, c'est ce qui s'est passé au Twin Tower. Les gens, normalement, devaient être très, très traumatisés après l'explosion des 2 tours à New York. Et les psychologues ont été très surpris. Ils se sont dit, mais pourquoi les gens ne sont pas aussi traumatisés ? Eh bien, imaginez-vous que ces gens ont pu parler de leur expérience autour d'eux, dans leur famille, avec leurs amis. Et du coup, en exprimant leurs émotions, le traumatisme est tombé, est parti. Donc ça n'a pas été un gros traumatisme pour la ville de New York, pour ces raisons-là. Donc vous voyez l'impact que ça peut avoir sur notre vie. Imaginez. Et là, je parle de toutes les émotions, en général. Voilà, il y a des situations effectivement particulières qui vont générer du dégoût. C'est les violations, évidemment. Une personne qui est violée. C'est tout ce qui touche à notre enveloppe corporelle. Dès qu'on vient contacter notre enveloppe à notre insu, sans notre autorisation, ça peut générer du dégoût. Alors, le dégoût, il est lié à d'autres émotions. Alors,
qui était surprenant, c'est de voir que dans le dégoût, il y a de la colère. Alors on dit que c'est une émotion primaire, mais pour moi, ce n'est pas une émotion primaire. Il y a vraiment de la colère derrière ce dégoût. Et d'ailleurs, on est aidé, on peut retrouver plus facilement, libérer plus facilement l'émotion en se connectant à la colère, parce que la colère, c'est une émotion primaire. Et donc, il peut y avoir un rejet physique ou moral. Un rejet physique ou moral, ça veut dire que on peut avoir un dégoût qu'on appelle primaire, qui est un dégoût par rapport au corps, hein, ou un dégoût secondaire par rapport à notre identité. Par exemple, les riches me dégoûtent, par exemple. Là, ça n'a rien à voir avec le corps. Ou les personnes qui sont, je ne sais pas, d'une culture différente me dégoûtent, etc., etc. Donc, on a un dégoût par rapport à une identité plus que par rapport au corps. Mais les deux ont la même fonction, évidemment. Alors, pour continuer sur le lien entre le dégoût et d'autres émotions, j'ai vu que le dégoût et la peur généraient de la honte. Alors, en quoi le dégoût et la peur génèrent de la honte ? J'imagine que une personne qui est dégoûtée et qui a peur en plus va ressentir de la honte. C'est-à-dire que si je ressens de la honte, derrière cette honte, il peut y avoir du dégoût de moi-même ou du dégoût de la situation que je vis. Et ayant une peur de voir que les autres observent, voient cette honte, puisque ça se voit de l'extérieur, donc ça va créer une dynamique autour de ces trois émotions. Et de la même façon, le mélange de dégoût et de joie, alors ça c'est plus surprenant, le dégoût et de joie génère du mépris. Dans le mépris, il y a comme un plaisir de mépriser l'autre, de rejeter l'autre, et en même temps du dégoût. Donc tout ça fonctionne ensemble. Là, j'en parle séparément en général, mais c'est vrai que toutes les émotions en général sont reliées les unes aux autres. Le désir et la peur, par exemple, sont reliés. Je ne peux pas avoir de peur si je n'ai pas de désir. Je ne peux pas avoir de désir s'il n'y a pas une peur qui est derrière. Parce que mon désir va être généré par l'opposé de ce qui me fait peur. Souvent, dans le travail que je fais, on va au-delà de la peur, on va traverser la peur. Pourquoi on va traverser la peur ? Parce qu'il y a du désir derrière. Le désir d'être libre, le désir de pouvoir réaliser son projet, de pouvoir s'épanouir dans la vie, etc., etc. Donc, il y a toujours des liens entre les émotions et on peut, je pense, trouver, si on s'est intéressé à ce sujet, trouver des liens entre toutes les émotions quasiment. Donc ça veut dire que tout ça fonctionne ensemble. Et intelligence émotionnelle, c'est interligérer, ça veut dire relier nos émotions à notre vie, à notre quotidien. Donner du sens aux émotions par rapport. Et donc, c'est en fait une manière de créer du lien dans notre vie. Quand je parlais de désir tout à l'heure, c'est mon projet de vie, c'est de développer une école sur l'intelligence émotionnelle. C'est un désir. Mais ma crainte, c'est quoi ? Ma crainte, c'est de ne pas y arriver. Ma crainte, c'est d'avoir des freins, c'est de ceci, de cela. Mais comment vivre son désir sans crainte ? Et ça, c'est une autre affaire. On verra peut-être ce sujet. Alors j'ai un autre exemple qui m'est venu aussi, c'est Elisabeth, son dégoût pour les hommes plus âgés. Parce que dans son éducation, son père lui avait dit, les hommes âgés, c'est dégoûtant, enfin, il a exprimé du dégoût par rapport à une situation
Et elle était témoin de cette situation. Et depuis ce jour-là, elle ressentait du dégoût pour les personnes âgées, enfin pour les hommes âgés en particulier. Et c'était sur la relation intime, évidemment, sur la relation sexuelle. Et c'est intéressant parce que j'ai des amis avec une femme qui a 35 ans, je crois, et un homme qui a 65 ans. Ils ont 30 ans d'écart. Et ils s'aiment. Et la mère de cette femme ne supporte pas son ami, son partenaire, parce qu'il est plus âgé qu'elle. Donc vous voyez les conséquences que ça peut générer quand même, c'est pas n'importe quoi. Et lui, ayant fait beaucoup de travail sur lui, voilà, n'est pas activé par ça, quoi. Alors, comment en sortir ? Alors, vous savez, on l'a dit, on a tendance à lutter contre nos émotions. Vous êtes d'accord avec ça ? On a tendance, et particulièrement par rapport au dégoût. Ça, c'est le réflexe. On va tout de suite occulter, tout de suite cacher. Alors que ce qu'il faut faire, c'est s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Alors quand on s'entraîne à vivre son désir, on gagne aussi sur les autres émotions. Parce que cet entraînement va stimuler des zones du cerveau, va muscler des zones du cerveau qui vont permettre d'être attentif au moment où l'émotion apparaît. Et le dégoût en particulier, dans la mesure où c'est une émotion qui est difficile à accueillir. Donc je disais tout à l'heure, c'est 1, identifier l'émotion, 2, accueillir l'émotion, et enfin 3, l'accepter. C'est-à-dire dialoguer avec elle. Parce que je ne dialogue pas avec une émotion que je n'ai pas acceptée, même si j'en ai pris conscience. Je ressens du dégoût, ah ok, je vois que j'ai du dégoût, mais je n'ai pas envie d'aller voir ce qui se passe. Et dès le moment où j'accepte l'émotion, je commence à dialoguer avec elle. Et c'est là que je libère. Alors, il y a des personnes qui me disent souvent, oui, mais moi j'ai conscience de mon dégoût par rapport à ceci, cela. Et je leur dis, mais ce n'est pas de la conscience, c'est que vous savez, parce que vous avez fait un travail thérapeutique, vous avez connaissance de ça. Mais ça n'a pas été libéré au niveau émotionnel. Or, pour se libérer d'un traumatisme, d'une blessure et du passé, on a besoin de revivre et le mental et l'émotionnel. Et parfois le corporel. Il y a des situations intéressantes où j'ai fréquenté des écoles de tantra et dans ces écoles, on travaille beaucoup sur le corps. Donc on fait un travail important de libération corporelle, très intéressant, très riche. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on a tendance, pas toutes, il y a des écoles qui travaillent sur toutes les dimensions bien sûr, mais on a tendance à occulter l'émotionnel et focaliser sur le physique. Et là, on fait l'erreur inverse. Ce que nous faisons, nous, dans notre culture, au niveau mental, par rapport à l'émotion, là, on le fait au niveau corporel par rapport à l'émotion. Et donc, on ne prend pas le temps de dialoguer avec l'émotion, pour des raisons X, Y, peu importe. C'est juste pour vous donner un exemple que il est nécessaire, vraiment essentiel, pour traverser nos émotions, d'intégrer les 3 dimensions. Le corps, le cœur et la tête. Et donc, créer et développer une pédagogie qui intègre les 3, ça prend beaucoup de temps. Moi, personnellement, ça m'a pris des années. Et c'est il y a une dizaine d'années seulement que j'ai compris que le corps était très important. Et au fur et à mesure, j'ai intégré des pratiques corporelles. Et j'ai vu la différence quand j'ai ajouté le corps dans le travail et dans les exercices, dans les pratiques que je faisais. Et tout ça, évidemment, vous avez compris, c'est une question d'entraînement. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai aussi de nombreuses personnes qui ont fait un gros travail thérapeutique sur elles. J'ai des personnes qui sont des professionnels de la relation d'aide,
psychologues, thérapeutes, coachs, médiateurs, mais qui n'ont pas été entraînés, qui n'ont pas développé leur cerveau émotionnel. Particulièrement. Il y a même des formations où on ne fait même pas de travail thérapeutique. C'est encore autre chose. Mais j'ai discuté avec une coach il y a quelques mois qui a plus de 10 ans d'expérience, qui est une coach qui vit de ça depuis des années, depuis 10 ans. Et ben, elle m'a dit, mais moi je suis incapable de gérer une situation où mon client est en colère contre moi. Donc c'est un handicap pour les personnes dans la relation d'aide, bien sûr, mais c'est un handicap aussi pour tout le monde, parce qu'on est tous confrontés à des situations comme ça. Quand au travail, il y a quelque chose qui me met en colère, si je ne sais pas maîtriser ma colère, c'est-à-dire mettre des mots dessus, sans laisser ma colère s'exprimer à mon insu, ben je vais tout couper et donc je vais me sentir paralysé en réunion de travail et donc incapable de remplir ma fonction professionnelle. Dans les réunions de travail, très souvent, on est confronté à des situations stressantes, difficiles, confrontantes. Et j'ai formé des écoles, étant ingénieur, j'ai formé des écoles de formation et j'ai formé aussi des entreprises qui travaillaient dans l'ingénierie. Et j'ai vu des professionnels très qualifiés, avec des études de grandes écoles, des choses comme ça, en situation de difficulté, en réunion de travail. J'ai une consultante, par exemple, consultante chef de projet, qui travaillait pour un gros organisme financier à l'étranger, au Luxembourg. Et le directeur de ce centre était autoritaire. Et elle n'avait pas la force, le courage de se positionner, d'utiliser ses compétences. Donc elle écoutait ce que disait le fameux directeur qui impressionnait tout le monde. Et on a fait, pour cette entreprise, j'ai formé tous les ingénieurs, avec le comité de direction d'abord, et on a fait une formation sur 3 ans. Et donc chaque année, ils avaient un module de formation. Et d'une année à l'autre, j'ai pris un certain nombre de témoignages. Et c'est là que j'ai découvert cette femme parmi les 16 managers que j'avais interviewés, et qui me dit, mais moi j'étais paralysé face à cette personne-là, je ne pouvais pas vraiment exprimer ce que j'avais besoin d'exprimer. Et la deuxième année, elle témoigne en disant, ben voilà, là j'ai exprimé mon point de vue, je me suis opposé à la préconisation de ce directeur, qui était le client en fait, et en fait elle a fait gagner énormément d'argent à cet organisme. Parce que la probabilité que des clients qui étaient des banques, puisque c'était un organisme central, qui étaient des banques, quittaient cet organisme central pour aller échanger d'organisme, était forte. Donc j'avais fait une étude précise sur les probabilités et tout. Et donc ils auraient pu perdre énormément d'argent. Et le fait qu'elle se soit positionnée face à ce directeur a fait gagner de l'argent à l'organisme financier, au cabinet de consulting et à elle, bien sûr, puisqu'elle a eu une promotion, ça a bien fonctionné, etc., etc. Donc vous voyez l'impact que ça peut avoir qui est énorme. Et elle a fait 3 jours de training. Simplement 3 jours de training. Voilà, je pourrais vous donner 50 exemples, on va y revenir. Et donc, on a tendance à lutter contre. Et ça, c'est important de voir et de devenir conscient de ça. Et donc, dégoût pour le corps. Alors, un homme, Paul, un exemple plus orienté par rapport au dégoût. Paul était un client comme un autre qui me disait « Oui, mais moi, ma femme me dégoûte. » Bon. C'est marrant parce que
Je ne la trouvais pas spécialement dégoûtante. Et au bout de quelques séances, il s'est rendu compte que ce dégoût qu'il éprouvait pour elle était en fait un dégoût qu'il éprouvait par rapport à sa mère, qui avait les mêmes caractéristiques que sa mère. Alors qu'il aimait, mais il ne savait pas pourquoi il ressentait du dégoût. Et une fois qu'il a pris conscience de l'origine de son dégoût, eh ben, il a retrouvé sa femme attractive, séduisante. Et il n'était pas à lui reprocher constamment des choses pour embellir, pour s'améliorer, pour maigrir, pour ceci, pour cela. Donc voilà comment fonctionne l'émotion de dégoût. Alors par rapport à ça, je vais vous proposer de dialoguer avec votre binôme à côté, de parler de votre manière de sentir du dégoût. Comment vous ressentez, comment ça se passe pour vous, et vous allez partager avec votre voisin, un voisin, pour parler de ça, pour aller au-delà de la compréhension mentale, pour essayer de faire des liens pour vous et de voir comment vous pouvez, comment vous fonctionnez avec ce dégoût d'habitude. Retrouver des situations et voir comment vous faites avec cette émotion. Et pour ça, je vais vous laisser 5 minutes chacun dans ce dialogue. Et au bout de 5 minutes, c'est votre binôme qui va prendre la parole. Donc c'est chacun 5 minutes, d'accord ? La personne qui écoute va rester le plus possible dans sa neutralité bienveillante. Pourquoi ? Parce que, comme le savent beaucoup de gens ici, rester dans sa neutralité, ça permet à la personne qui s'exprime de s'exprimer complètement sans être gênée par l'expression de l'autre. Donc, le meilleur soutien que vous pouvez donner à la personne, c'est de rester dans votre neutralité. Si vous ressentez du dégoût, effectivement, eh ben, vous regardez ce dégoût, vous l'accueillez, mais vous gardez votre neutralité. Ça peut se traduire par un sourire, ça peut se traduire par une grimace, peu importe. D'accord ? Et si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, mais le fait de le savoir, ça vous permet de prendre conscience de ce qui se passe chez vous. Ça fait partie des trainings, des entraînements qu'on fait dans la formation en intelligence émotionnelle. Donc là, c'est une occasion de goûter. Et pour la personne qui s'exprime, c'est d'être le plus spontané possible. Alors je sais que c'est pas facile parce que vous connaissez pas forcément la personne, mais d'être le plus spontané possible, de dire vraiment ce qui se passe sans retenir, de façon à rentrer dans ce processus de libération. Là c'est 5 minutes, hein, c'est pas long, mais voilà, on va laisser, on va voir ce qui se passe quand vous êtes dans l'expression émotionnelle. Ok ? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Non, c'est bon ? C'est clair ? Oui ? Ah, ce qui vient. Spontané. Laissez venir ce qui vient. N'anticipez pas. Tu vois, le fait de poser la question, ça veut dire que déjà le mental, il prépare à ce qui va se passer. Donc il y a une certaine appréhension, un petit truc, c'est-à-dire comment je vais faire, qu'est-ce qui va se passer. C'est normal. C'est normal parce qu'on va parler d'une émotion qu'on n'a pas l'habitude de communiquer. Hein. Donc faites-vous confiance et allez-y pendant 5 minutes. Je vais tenir le chronomètre, donc vous n'avez pas besoin de vérifier l'heure. Et vous allez avoir une sonnerie. Ok. Et vous avez mis combien de temps pour vous libérer de ce dégoût, si vous vous êtes libéré ? Je pense que les choses passent dans l'instant présent. Et je pense que les choses se passent naturellement. D'accord. Merci. Alors, comme on voit effectivement, les choses passent naturellement.
Et parfois, on garde l'émotion pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, sans s'en rendre compte. Et donc on est handicapé, dans le corps médical en particulier évidemment, mais dans toutes les situations. Moi personnellement, je ressentais du dégoût face au sang. Et le sang, ça, je ne pouvais pas supporter, quoi. C'était vraiment très difficile pour moi. Ben, j'aurais pas pu faire la médecine si j'étais resté là-dessus. Et vous imaginez l'impact que ça peut avoir pour d'autres situations comme ça. Si j'aime ce métier et que je ne peux pas faire ce métier parce que j'éprouve du dégoût dans les situations de travail, ben, c'est un vrai handicap. Et ben, pour les autres émotions, c'est la même chose. Le réflexe à avoir, effectivement, c'est d'en parler. D'en parler comme vous venez de le faire. Et c'est ce qu'on fait dans les trainings, c'est de parler de nos émotions. Pour que ces émotions ne nous empêchent pas de vivre ce qu'on a besoin de vivre, ce qu'on a envie de vivre. Et ça, quel que soit notre âge, ça peut être à 18 ans, comme ça peut être à 55 ans. Peu importe, quel que soit l'âge, on peut jusqu'à 90 ans augmenter et développer son intelligence émotionnelle. Contrairement à l'intelligence cognitive, elle se développe toute la vie, jusqu'à la fin de la vie. Et d'ailleurs, il y a même des situations en fin de vie qui gagnent énormément, ce qu'on appelle comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom, ces situations où on fait travailler la personne avant sa mort de façon à libérer les émotions qu'elle a besoin de libérer. Et du coup, elle quitte sa vie terrestre soulagée. Donc ce travail peut se faire à tous les âges. Vraiment. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a envie de partager ce qui s'est passé pour elle en tant qu'écoutant ou en tant qu'exprimant? Oui, voilà. Tiens, je te laisse le micro. En tant qu'écoutant, j'ai remarqué que j'étais pas toujours avec lui, que des fois je faisais des allers-retours. Pas trop, parce que ça aide d'être que l'un de l'autre, mais j'ai remarqué que je commentais en fait le verbe et la bouche, mais quand même j'ai pris conscience que ah oui, moi aussi ça me dégoûte, je commentais ce qu'il me disait. D'accord. Et donc tu étais sur 100%, tu étais combien présente à ce que disait la personne en face de toi? Tu peux évaluer globalement? Je dirais peut-être 70-80. 70-80 quand même, ouais, c'est bien. Ça demande de l'effort. Hein. C'est une gymnastique, c'est de l'entraînement, quoi. Pour être totalement, couper sa radio interne et être totalement avec l'autre, c'est pas évident, quoi. Et tu as ressenti la même chose en tant qu'exprimante? Est-ce que tu t'es coupée de toi-même, de ce que tu disais, ou est-ce que tu as pu garder le fil? Ah non, j'ai trouvé ça. Non, j'étais reliée aussi avec mes sensations. Ouais. Et de parler de la situation qui me dégoûtait, et ben j'ai ressenti du bien-être. Un soulagement, j'ai senti ma respiration un petit peu se calmer, plus j'en parlais, j'ai senti de l'apaisement. Ok, super, merci de ton témoignage. Donc vous voyez comment ça impacte, imaginez là c'est une émotion, en tant qu'écoutant c'est intéressant de voir aussi ce côté-là, c'est que en tant qu'écoutant on n'est pas complètement présent à la personne. Et encore elle a fait un effort pour arriver à 70%. Mais c'est déjà bien, parce qu'une autre personne n'aurait pas pu écouter. Tout simplement, elle aurait écouté 20-30% de ce que disait la personne. Donc comment vous faites dans cette situation? Donc c'est un vrai handicap de ne pas pouvoir écouter la personne, qui a besoin de cette écoute, comme disait monsieur tout à l'heure. La personne en face a besoin de ça. Et bien, elle va trouver une personne présente ou absente. Et ce qui va faire la différence, c'est votre capacité à être présent quand cette émotion est évoquée. Et c'est ça qui fait ce qu'on disait tout à l'heure sur l'efficacité au travail, que ça représente 2/3 de l'efficacité de son travail.
Là, on parle du dégoût, c'est juste une émotion, mais il y a d'autres émotions qu'on vit tous les jours. La peur, la colère. Est-ce que je suis compétent, capable d'écouter la colère de l'autre? Est-ce que je suis handicapé dès que la personne exprime de la colère? Est-ce que quand une personne exprime sa peur, je suis prêt à rester présent et à la regarder et à l'aider quand elle a peur? Si vous avez des enfants, c'est des situations qui arrivent souvent. Est-ce que vous acceptez que votre enfant ait peur ou est-ce que vous dites non, mais t'es un grand garçon toi maintenant, tu as plus peur maintenant, c'est fini, t'es un homme. Ah. Et qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il se coupe de sa peur. Et qu'est-ce que devient la peur quand on la coupe? Ben, de la terreur, de la paralysie. Il ne peut plus, au bout d'un moment, dès qu'il a peur, il ne sait plus quoi faire. Il est déconnecté de lui-même. Et quand on est déconnecté de soi, on n'est plus adapté, on n'a plus de comportement, d'attitude adaptée à la situation, puisqu'il est coupé de lui. L'émotion, ça sert à ça. Donc, on fabrique des enfants handicapés, affectivement parlant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce soir, vous venez à cette conférence sur l'intelligence émotionnelle, parce que normalement, on devrait tous vivre et entraîner notre intelligence émotionnelle à l'école. J'ai eu la chance de faire un module, un atelier avec des enseignants d'une école d'éducation nationale. Et ils sont venus au deuxième atelier pour témoigner de ce qui se passait, mais il y a eu des changements énormes. Pourquoi? Parce que les enfants sont très proches de leur spontanéité émotionnelle. Et donc il n'y a pas beaucoup à faire, il y a juste à être présent avec ces enfants. Les adultes, c'est plus long, c'est plus difficile. Parce qu'on a emmagasiné, gardé et appris à stocker. Et c'est comme ça que, comme on dit, on arrive à des dépressions, qu'on arrive à des situations qui nous dépassent et on ne sait pas pourquoi. Moi, j'étais, une histoire personnelle, j'étais à la pharmacie pour acheter quelque chose et je vois sur le comptoir un paquet comme ça, comment lutter contre la dépression, etc. etc. Et donc, c'est proposer des processus médicamenteux, etc. etc. J'ai rien contre les médicaments, bien sûr, mais quelque temps avant, j'ai accompagné une personne qui était dépressive. C'était pas une dépression lourde, bien sûr, c'était un jeune qui l'empêchait. Il faisait des études et il était dépressif. Il devait avoir, je sais pas, une trentaine d'années maximum. Ben, il s'est libéré de sa dépression en travaillant comme je vous l'ai fait faire aujourd'hui. C'était fini. Et il a pu continuer ses études et se dépasser cet handicap qu'il avait pour étudier. Donc ça va générer des choses incroyables dans la vie de la personne. Incroyables. On ne peut pas imaginer a priori ce qui se passe après. Et dans la posture d'expression, effectivement, bah oui, quand on exprime vraiment l'émotion, qu'est-ce qui se passe? Il y a un soulagement, il y a une libération, je me sens mieux. Et le niveau d'énergie qui est exigé pour retenir cette émotion disparaît. Elle est libérée pour être utilisée pour son quotidien et va augmenter le niveau de vitalité de la personne. Alors quand on le fait une fois, on ne le sent pas forcément, c'est juste un soulagement. Et quand on le fait 2 fois, 3 fois, 10 fois et on s'entraîne pendant des journées à faire ça, je peux vous dire qu'à la fin des entraînements pendant 3 jours dans le module des fondamentaux, les gens ressortent différents de ce qu'ils étaient à l'entrée. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ce que vous avez fait 3 fois une journée. Alors, on fait bien sûr d'autres types d'exercices, comme je disais, des exercices corporels, des exercices de mouvement, des exercices de visualisation, etc. etc. Mais c'est un entraînement qui est focalisé sur
certaines compétences. La première, c'est la conscience de soi, évidemment, puisque vous imaginez bien que sans être conscient de l'émotion, ben, on ne peut pas la libérer. Et donc on travaille beaucoup sur la conscience, mais on travaille sur certaines émotions aussi qui sont des émotions qui vont générer une libération sur toute la personnalité de l'individu. Le désir, par exemple. Alors vous allez me dire, le désir c'est agréable, tout va bien, il n'y a pas de problème par rapport au désir. Eh bien, je peux vous dire que c'est plus difficile de vous libérer du désir que de vous libérer de la peur. En tout cas, c'est mon expérience depuis 20 ans. Le désir est un sujet tabou. Pourquoi on a tant de difficultés dans notre sexualité? En tant que femme, en tant qu'homme, c'est pareil. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas habitué à parler de son désir. Parce que c'est pas tous les jours qu'un couple parle de son désir et de son dégoût de façon spontanée, naturelle. Et comme on n'en parle pas, comme c'est un sujet tabou, eh ben, ça pose des difficultés. Et la sexualité, comme la relation dans le couple, combien de couples, vous savez combien c'est difficile de maintenir une relation de couple épanouissante, de maintenir tout court la relation. Et bien, ça, c'est un travail d'entraînement. Alors, j'ai des couples qui viennent s'entraîner, et ça fait un démultiplicateur. C'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 3. Parce que les deux s'entraînent, et les deux vont pouvoir parler librement de leurs émotions après cet entraînement. Donc ça va créer une dynamique beaucoup plus intéressante, beaucoup plus riche que si chacun était venu seul. Ou que l'une des personnes s'était formée, entraînée, et que l'autre ne s'était pas entraînée. Même si, je me souviens très bien, le premier séminaire que j'ai fait chez PricewaterhouseCoopers, qui est un cabinet d'audit, la responsable RH m'a dit, je suis rentré chez moi le premier jour, j'avais fait 3 fois une journée, et mon mari s'est mis à parler de ce qu'il ressentait, etc. Voilà, des émotions fortes, elle était désemparée. Donc ça veut dire qu'inconsciemment, on sent si vous êtes prêt à écouter l'émotion de l'autre. Donc ça agit, votre travail agit aussi sur l'autre. Mais si vous venez à 2, alors c'est encore mieux. Parce que vous développez dans la relation aussi cette intelligence émotionnelle. Et vous nourrissez cette relation. On continue sur les témoignages, si vous avez des témoignages à faire en tant qu'écoutant ou en tant qu'exprimant. Qui a envie de s'exprimer? Juste, qu'est-ce que vous avez découvert sur ce qui s'est passé en tant qu'écoutant, en tant que... On s'arrête là sur les partages. Ok. Alors, est-ce que vous avez des questions maintenant sur le dégoût ou en général qui vous intéressent, que vous voulez savoir sur l'intelligence émotionnelle? Là, il nous reste 14 minutes. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet général? Plus sur l'intelligence émotionnelle. Oui? J'aurais juste une question par rapport au mélange du dégoût et une autre émotion, notamment sur le dégoût et la peur qui est égale à la honte. Et est-ce que ça serait en lien avec les normes sociales? Parce que vous avez dit que c'est quelque chose qui se voit. Oui, quand on ressent de la honte, ça se voit. Donc en lien avec la culture, les liens sociaux, enfin les normes. Alors, effectivement, toutes les émotions que nous vivons sont en lien avec la culture. Ça ne veut pas dire que toutes les cultures ne vivent pas des émotions, parce que l'émotion, c'est naturel. De toute façon, tout être humain vit des émotions, tout animal vit des émotions. On vit des émotions quand on a développé son cerveau limbique. Or, tous les mammifères, c'est pour ça qu'on appelle ça le cerveau mammalien,
Tous les mammifères ont déjà ce cerveau. Donc ça veut dire que nous ressentons tous des émotions. Sauf que les animaux l'expriment beaucoup plus facilement avec le corps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand un chien a eu peur, il va se secouer, il va faire quelque chose pour libérer sa peur corporellement. Donc c'est spontané. Et on a cette spontanéité en nous, puisqu'on a été des animaux, au fil des siècles et des millénaires. Et donc on a cette capacité, mais qu'on a perdue quand on a commencé à juger nos émotions. Donc ces émotions sont culturelles, bien sûr. Dans la mesure où, si notre culture n'avait pas dit les émotions, éprouver les émotions, c'est être faible, avoir de la peur, c'est être faible, par exemple, eh bien, on aurait vécu ces émotions très naturellement. Comme les enfants le vivent. D'ailleurs, quand un enfant a peur, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Et il a besoin d'exprimer, quelque part, son émotion. Et il le fait. Et il se sent bien après. Mais on lui apprend très vite, à l'âge de entre 3 et 6 ans, très vite à retenir ses émotions. Ça, c'est culturel. C'est religieux, c'est culturel et c'est politique. Et donc, on retient très vite nos émotions. Et on vit d'une manière frustrée, malheureuse, handicapée. Parce que handicap, il n'y a pas que le handicap physique, il y a aussi le handicap affectif, psychologique, qui est moins démonstratif, on le voit moins, mais qui est très puissant, qui empêche une grosse partie de la population de vivre vraiment ce qu'elle a envie de vivre, ce qu'elle désire vivre. Il y a plein de projets de vie qui tombent parce qu'on a peur de ce qui pourrait se passer si on allait au-delà et on traversait ce projet. Je vais prendre un exemple très simple. Moi, quand j'ai commencé mon activité, au bout de 5-6 ans, j'avais envie d'écrire. J'avais envie d'écrire, de témoigner. Parce que je me suis rendu compte que j'ai découvert des choses qui étaient passionnantes. Et j'avais envie de les partager. Et le problème, c'est que j'avais peur d'être visible. Parce que je me disais, mais ok, tu vas écrire un bouquin sur ce sujet-là, mais qui tu es, toi, pour écrire un bouquin? Toi-même, tu sais pas maîtriser tes émotions, parce que, encore aujourd'hui, je ne maîtrise pas mes émotions. Hein. Et c'est très bien comme ça. La différence, c'est que je l'accepte aujourd'hui, alors qu'avant, je ne l'acceptais pas. Et le fait que j'accepte de ne pas contrôler toutes mes émotions, eh ben, ça change tout. Ça fait que je peux les libérer, les exprimer tous les jours, quand elles viennent, sans reprocher à l'autre d'avoir déclenché cette émotion. Sans culpabiliser l'autre. Sans dire que c'est à cause de l'autre que je ressens de la tristesse ou de la colère. Ça change tout. Dans la relation de couple en particulier, mais partout. Dans la relation avec les enfants, c'est très important d'éduquer ses enfants en prenant la responsabilité de ses propres émotions. Combien de parents insultent, tapent leurs enfants parce qu'ils sont en colère, parce qu'il y a quelque chose qui ne leur convient pas. Imaginez les dégâts que ça peut faire pour l'enfant. Les humiliations devant les autres. Vous avez tous vu des enfants battus devant, comme ça, en public, parce qu'ils pleuraient, parce que voilà, ça gênait la mère ou le père que l'enfant pleurait. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce qu'il fait, cet enfant? Il va se couper de sa tristesse. Il va se couper de sa colère. Oui? Moi, j'ai l'impression que juste conscientiser de nous, juste en parler comme ça ne suffit pas. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt des comportements adaptés face à l'émotion plutôt que la refouler? Est-ce qu'il n'y aurait pas, des comportements adaptés face à cette émotion? Je pense par exemple à la colère. La colère, c'est quand l'autre n'a pas respecté ma valeur. Je peux du coup lui témoigner ma valeur. Ça, ce serait un comportement plus adapté. Est-ce qu'il y aurait la même chose pour des deux? Alors, si tu permets, on va revenir sur la colère. Tu dis tu vas exprimer ta valeur. Mais quand tu exprimes ta valeur, est-ce que c'est une justification
ou est-ce que c'est une explication? Parce que souvent, on a tendance à se justifier de ressentir la colère. Or, ce n'est pas forcément la bonne attitude. Et donc, l'idée, c'est revenir à ce que je disais tout à l'heure qui est important, c'est de l'accueillir soi-même. Le dégoût, c'est d'abord l'accueillir, c'est pas l'exprimer tout de suite. C'est de regarder à l'intérieur de soi et te dire, ok, je ressens du dégoût. Est-ce que je m'aime quand je ressens du dégoût? Est-ce que je m'accepte en ressentant du dégoût? Tu vois le processus? C'est pas seulement exprimer. Avant d'exprimer, il y a un travail à faire d'introspection. Quand on fait les pratiques en formation, on est dans des situations en binôme où chacun exprime ce qu'il ressent. D'accord? Il va exprimer et puis il va découvrir, si on travaille par exemple sur le dégoût, on va travailler sur le dégoût. Et il va prendre conscience de situations qu'il a vécues de dégoût qui l'empêchent de s'épanouir. Si son intention, c'est... Parce que dans les séminaires, il y a toujours une intention qui est posée. D'accord? Il pose une intention. Mais pour arriver à réaliser son intention, son projet, si par exemple il a envie de créer une entreprise, mais il y a de la peur. Donc il va parler de sa peur. Nécessairement, pour se libérer et créer son entreprise, il va être obligé de parler de sa peur. Et donc pour parler de sa peur, il va effectivement, regarder l'intérieur, et dialoguer avec cette peur lui-même, comme on le fait en accompagnement individuel, où la personne ferme les yeux et va identifier les situations de son histoire en délestant le mental, parce qu'il y a un travail d'accompagnement, on apprend à mettre de côté le mental. Et une fois qu'il a mis de côté le mental, il va pouvoir dialoguer avec cette émotion, et cette émotion va lui révéler son histoire depuis l'origine. Le problème, quand on fait un travail thérapeutique en général, comme on ne travaille pas spécifiquement sur les émotions, c'est qu'on va aborder l'émotion, on va parler par exemple de la colère, mais on ne va pas aller chercher l'origine de cette colère. Et pour ça, il y a besoin de dialoguer avec elle. Donc ce n'est pas seulement, comme en communication non violente, qui est une méthode super par rapport à ce qu'on avait avant, qui a fait avancer énormément le travail émotionnel. Je ne sais pas si vous connaissez la communication non violente. Ça a fait énormément avancer. Mais on n'est pas encore là. On n'est pas encore sur « je vais identifier ce qui se passe et quelle est l'origine de cette émotion ». Et il y a plusieurs méthodes thérapeutiques qui font des recherches sur ce sujet-là et on a confirmé que la seule façon de libérer cette émotion, c'est d'aller jusqu'à l'origine. Sinon, elle revient. Et elle se renourrit d'expériences qu'elle va attirer pour recommencer et recommencer et recommencer. Donc, c'est pour ça qu'en intelligence émotionnelle, on travaille de cette façon-là, pour aller libérer l'émotion d'origine. Pour que définitivement, la personne puisse dépasser sa peur et créer son entreprise. D'accord? Quand on parle d'accompagnement émotionnel. Dans un accompagnement classique en coaching, par exemple, on va se donner un objectif, on va dire, ok, on va faire ça, puis tu vas faire tel truc, il y a une stratégie avec étape par étape, mais on ne va pas libérer la peur d'origine. Et donc cette peur va se manifester dans d'autres endroits. Et donc, il va toujours être handicapé par sa peur. La personne dont j'ai parlé, qui a fait une dépression, on a fait ça en quelques séances, 3-4 séances, pas plus. Et il y a des gens qui restent des années en thérapie pour essayer de se libérer de leur dépression. Donc il y a un travail, il n'y a pas que un travail d'expression, il y a aussi un travail d'exploration de l'origine de l'émotion. Voilà, si j'ai répondu à la question. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière question? Il nous reste 3 minutes. Une dernière question sur le sujet? Ok, je vous remercie d'être venu et je vous donne rendez-vous la prochaine fois, parce que le mois prochain, il va y avoir une conférence sur le sacré. Le sujet, ça va être le sacré.
Et on va voir l'importance du sacré dans la vie d'un individu et comment, si je rejette la partie sacrée, toute la dimension sacrée, on va en même temps rejeter toute la partie émotionnelle, qui va être intéressant à explorer aussi. Donc je vous donne rendez-vous dans un mois et la Gazette Café, la Gazette va vous donner l'information certainement. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odyssemotion.com.